Bonjour à toutes et à tous et bonjour docteur. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast sur l'insuffisance cardiaque. Une fois que l'on a mis en place l'atitration, comment on envisage la surveillance sur le long terme? C'est un sujet très important. Effectivement, déjà de base, le fait que le patient soit titré, et vous l'avez compris, il y a différentes procédures qui se présentent. Nous, pour ce qui nous concerne, c'est l'hôpital de jour. Au bout des 6 semaines d'hôpital de jour, le patient repart dans un circuit où on prend des rendez-vous pour lui auprès de son médecin généraliste et de son cardiologue. La surveillance, elle est clinique, évidemment, avant tout. Et pour cela, il y a ces fameux signes EPOF qui sont fondamentaux. Il faut vérifier l'évolution des signes EPOF. Pour le médecin traitant, il faut vérifier d'autres choses, en particulier l'évolution du poids, c'est un élément fondamental. Évaluer l'évolution de la fréquence cardiaque et du pouls. Les médicaments, en particulier le bêta-bloquant, qui fait partie des médicaments titrés, va permettre de ralentir le rythme cardiaque. Il faut se fixer un objectif d'un pouls au-dessous de 70 battements par minute. Il faudra aussi s'assurer que le patient ait eu correctement ses vaccinations contre la Covid, contre le pneumocoque éventuellement. Donc c'est véritablement une surveillance clinique au départ, qui va s'associer à une surveillance paraclinique, biologique en particulier. On a au jour d'aujourd'hui des biomarqueurs cardiaques qui sont extrêmement utiles et performants, à savoir le BNP et le NT-proBNP, qui sont des marqueurs spécifiques de l'insuffisance cardiaque. Petit aparté, en médecine de ville, il faut privilégier l'usage du NT-proBNP qui est beaucoup plus stable, le BNP devant être utilisé dans tous les autres cas de figure et en particulier quand il y a une insuffisance rénale. Il ne faut pas utiliser le NT-proBNP quand on a une insuffisance rénale. On peut utiliser aussi d'autres marqueurs, en particulier dans l'insuffisance cardiaque, il faut éviter d'avoir une anémie, de manquer de globules rouges, donc surveiller la formule sanguine et souvent cette anémie est associée à une carence en fer, et si cette carence en fer existe, il ne faudra pas hésiter à faire une perfusion de fer. Ça se fait de façon très facile en ambulatoire, sur 20 minutes de temps à peu près, et on corrige cette carence en fer. Dernière chose très importante dans la surveillance biologique, c'est le contrôle de la fonction rénale, puisque vous avez compris qu'il y avait un étroit lien entre insuffisance cardiaque et insuffisance rénale. À quelle fréquence faut-il engager ce suivi? La fréquence du suivi reste assez bien codifiée entre le médecin généraliste et le cardiologue, surtout s'il y a eu cette phase initiale de titration qui est fondamentale, qui doit être sanctuarisée et faite de façon correcte, on va dire vite et bien. Une fois que le patient est titré, le suivi chronique d'un insuffisant cardiaque dépendra de son stade de gravité. On va dire que chez un insuffisant cardiaque qui n'est pas trop grave, il pourra être revu par son médecin traitant dans les 6 mois et par le cardiologue éventuellement une première fois dans les 6 mois, puis ensuite tous les ans. Une visite annuelle suffit amplement pour un insuffisant cardiaque. Évidemment, s'il y a des complications intercurrentes, ce suivi pourra être rapproché. Donc le médecin traitant peut voir un insuffisant cardiaque selon l'âge, selon les pathologies associées, tous les mois ou tous les 2 mois, ça ne posera pas en soi de problème particulier. Mais alors comment engagez-vous le parcours de soins et comment est-ce que le Prado s'intègre dans ce parcours? Alors, dans le parcours de soins, qui dit parcours, dit plusieurs intervenants. Vous aurez le pivot central qui est le médecin, mais qui peut être aidé effectivement au jour d'aujourd'hui par des soignants paramédicaux comme des infirmières azalées ou des infirmières de pratique avancée qui vont pouvoir assumer des consultations intermédiaires, de titration complémentaire ou de surveillance clinique qui sont tout à fait utiles. Ça, c'est pour la partie suivi médical. Mais au sortir d'une hospitalisation, quand un patient a été hospitalisé pour une décompensation cardiaque, il faut qu'il puisse revenir à la maison dans des délais rapides, sans forcément passer par une case hospitalisation de soins de suite. Et c'est là où le programme de retour à domicile insuffisance cardiaque, le Prado-IC, est intéressant puisqu'il fait intervenir le médecin traitant du patient, une infirmière qui va pouvoir faire de l'accompagnement thérapeutique sur l'éducation du patient, faire le suivi du traitement. Un petit bémol néanmoins dans tout ce parcours de soins, c'est un élément très important, c'est pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une harmonisation des connaissances et des compétences. Au jour d'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une hétérogénéité très importante des connaissances des soignants sur l'insuffisance cardiaque, ce qui peut être un frein à la mise en place d'un parcours de soins de qualité. Pour ce faire, l'APET Cardio Occitanie, qui est une association régionale d'éducation thérapeutique et qui a un souhait de développer les connaissances et les compétences, a mis au point une carte mémo d'insuffisance cardiaque qui est à la fois pour les soignants et pour leur rappeler les prérequis indispensables sur la prise en charge d'insuffisance cardiaque. Et on peut utiliser les mêmes prérequis quand on a éduqué un patient
pour mettre en place les objectifs que l'on se donne pour lui, pour une bonne pratique, je dirais, des traitements, des suivis, des surveillances de signes cliniques et pour améliorer sa qualité de vie. Est-ce que ces cartes, par exemple, sont mises à disposition en ligne? On peut effectivement sur le site de l'APET Cardio Occitanie, www.apetcardiooccitanie.fr, on a une boîte à outils où vous retrouverez ces outils. Effectivement, sinon on peut nous les demander, par exemple si on nous les demande les praticiens directement à nous en cardiologie, on pourra leur en fournir sans difficulté. C'est un petit outil mnémotechnique qui y a toute sa place pour bien comprendre quels sont les objectifs que l'on se fixe. Merci docteur. Et pour finir, en cas de dérive des signes cliniques ou biologiques, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Alors, c'est la surveillance au long cours des signes cliniques et biologiques peut faire appel au couple médecin généraliste, cardiologue, comme on en a parlé, voire un intervenant, infirmière, ASALE ou IPA. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a à notre disposition et qui est très utile, surtout pour les patients les plus fragiles, c'est la télésurveillance où en fait il y a un intermédiaire qui est un intermédiaire qui va recueillir des données, soit des données connectées, en particulier avec des outils connectés. Personnellement, je ne suis pas partisan de mettre trop d'outils connectés chez le patient car je trouve que c'est assez intrusif, mais à minima, une bascule connectée est très pratique puisqu'elle va faire remonter le poids. Et le poids est un indicateur très puissant de décompensation cardiaque puisque si le poids se met à dériver et à augmenter de façon rapide, c'est pas parce que le patient a trop mangé, c'est parce que son système se met en défaut et qu'il y a de la rétention d'eau et de sel. Donc effectivement, ces systèmes de télésurveillance sont comme des alarmes. Elles recueillent des signes cliniques qui sont mesurés soit par le patient, soit par des outils connectés. Et elles s'intéressent 2 fois par semaine à l'interroger sur les symptômes. On revient surtout sur cet acronyme EPOF, E-P-O-F, qu'il faut vraiment garder en tête. Et si l'acronyme EPOF montre que les symptômes se majorent, effectivement, quand il y a une dérive, la plateforme de télésurveillance va pouvoir se manifester dans un premier temps pour essayer de comprendre ce qui se passe et se mettre en lien avec l'équipe soignante. Merci beaucoup, Dr Labarre, pour tous ces éléments. Cet épisode est maintenant terminé et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.